Bonjour, c'est Thomas Caillet pour The Cinema Show. Can she be late for her Permettez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Ce soir, nous sommes très heureux de retrouver un réalisateur qui fait son retour au cinéma 9 ans après Les Combattants, votre premier long métrage. Donc c'est Thomas Caillet. Bonsoir Thomas, comment vous allez ? Eh bien non, très bien, très heureux de venir présenter mon deuxième film, Le règne animal, à Montpellier. Alors comme je viens de le dire, il a fallu attendre 9 ans pour vous revoir au cinéma. Pourquoi on a dû attendre autant de temps ? Bon, je crois tout simplement qu'un projet de film, il doit venir d'une nécessité, et ce film-là a pris plus de temps. Il était aussi beaucoup plus complexe à faire que le premier, plus complexe, plus ambitieux et plus difficile à monter. Voilà. Mais entre-temps, j'ai aussi fait une série. C'est pour ça que j'ai été éloigné du grand écran pendant 4 ou 5 ans. Alors votre nouveau long métrage, Le règne animal, nous plonge dans un monde où humains et créatures mi-humaines, mi-animales coexistent. Comment elle est née l'idée de ce film ? Si j'ai bien compris, vous êtes tombé sur le scénario d'une étudiante de la FEMIS qui s'appelle Pauline Munier et vous avez travaillé ensuite ensemble, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est vraiment un concours de circonstances, un heureux hasard. J'ai été jury pendant sa dernière année de scénario à la FEMIS et son scénario mettait en scène des humains qui étaient affublés de traits animaux. Moi, l'idée m'a beaucoup intéressé et il se trouve qu'elle était au carrefour de thématiques que j'avais envie d'aborder. Donc, je lui ai tout simplement demandé si elle avait envie qu'on réfléchisse ensemble à en faire un film. Et on a donc repris le travail ensemble pendant 2 ans. D'accord, et donc il y avait juste le monde dans ce monde où il y a les humains et les mi-animaux qui coexistent, ou il y avait déjà la trame avec le père et le fils ? Ça serait compliqué de faire une analyse de scénario comparé. Il y avait des choses qui étaient là, il y avait notamment une partie du réseau de personnages, mais le personnage masculin était un préado, il était plus jeune, le rapport avec le père était pas vraiment traité. Il y avait des choses très différentes. En fait, on a passé pas mal de temps à réfléchir sur comment on reprenait cette histoire. Il a fallu retrouver une histoire complète. La mutation aussi, tout simplement le principe qui est dans le film, c'est-à-dire que ces mutations qui sont traitées sur un angle très réaliste, voilà, c'est quelque chose qui nous a fallu il nous a fallu pas mal de temps pour mettre ça en place. Alors en voyant votre film, on fait un parallèle, en tout cas automatiquement, entre votre histoire et ce qui s'est passé avec le Covid-19. Il y a même un personnage qui dit à un moment, s'il y a un nouveau couvre-feu, je crois que je me tue, ou un truc comme ça. Pourtant le scénario il a été écrit avant ça, c'est ça ? Oui, totalement. Alors l'histoire du couvre-feu, pour le coup, c'était un clin d'œil effectivement à cette période, mais le scénario, dans ses grandes lignes, la structure a vraiment été posée à l'automne 2019, donc quelques mois avant qu'on soit tous touchés par cette pandémie et toutes les conditions, tout l'ordre social que ça a instauré à ce moment-là, quoi. Et j'imagine que c'est ça aussi qui a mis un temps avec la production qui a pris plus de temps aussi, c'est que vous n'avez pas pu tourner directement. Oui, alors c'est difficile d'imaginer quel aurait été le calendrier sans le Covid maintenant, mais ce qui est certain, c'est que ça n'a pas aidé sur la partie de la fin du développement et du financement du film, parce que c'était une période où les distributeurs avaient des dizaines de films sur les bras, les salles étaient fermées, et on savait déjà pas comment sortir les films existants, donc il y a eu un retard à l'allumage sur les financements qui a touché tout le monde, et également un embouteillage sur les calendriers des acteurs, parce que les tournages étaient également impactés, donc c'est sûr qu'on a pâti de ça à un moment, mais finalement pour le mieux, parce que ça nous a poussé à faire un développement plus long, dont le film bénéficie. Enfin, je crois que c'est important que cette partie du développement dont on parle assez peu, la prépa des films, elle est cruciale pour ce qu'un film devient, et généralement c'est une période qui dure 2 à 4 mois en amont d'un tournage. Sur ce film là, ça a duré plus de 12 mois, et c'est vraiment un moment où on a pu, avec tous les chefs de poste, réfléchir à tous les enjeux, à notre ambition visuelle. C'est quelque chose qui a payé après. Effectivement, je pense que vous faites aussi référence au vrai bestiaire qui a été inventé pour le long métrage. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa conception et comment le design des créatures est né ?
Alors il y a eu plusieurs phases. D'abord il y a l'écriture pure qui a duré un an, un peu plus d'un an et demi. Ensuite, en plus de l'écriture, j'ai commencé à travailler avec un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Frédéric Peters, qui est suisse. On a travaillé à distance, et on a créé tout un bestiaire sans vraiment se poser de limites, des dizaines et des dizaines de créatures, de formes d'hybridation particulières. On est passé de ces dessins de BD qui étaient assez stylisés à des dessins plus anatomiques, plus précis, avec des caractères designers, ce qu'on appelle des caractères designers au cinéma. Donc là, c'est des gens qui travaillent vraiment l'anatomie précisément. Et on a commencé à se poser la question de comment on fait muter ces corps, comment on part de l'humain pour aller vers autre chose. Ensuite, il y a une troisième phase où on a travaillé en atelier avec tous les chefs de poste du film. Donc ça va lumière, déco, make-up, VFX, mais également une chorégraphe, un directeur de casting, pour voir comment on allait mettre en forme, enfin concrètement comment on allait donner vie à ces créatures. On a dégagé à partir de ça un ensemble de règles pour avoir une cohérence dans le film. Voilà, donc toujours partir du corps de l'acteur, pas tourner sur fond vert, être en décor réel, ne pas laisser la caméra prendre des points de vue gratuits, être toujours dans le point de vue des personnages. Enfin voilà, il y a eu un ensemble de réflexions qui ont poussé à comprendre quelle allait être la forme. Et puis ensuite, ça a été en le faisant, c'est-à-dire que quand on a même commencé le tournage en mai 2022, toutes les questions de design n'étaient pas résolues, elles se sont résolu au cours du process, ce qui était assez beau parce qu'on avait toujours des surprises en arrivant sur ces scènes de créatures qui créaient une attente évidemment dans l'équipe, et le camion s'ouvrait, on voyait quelqu'un sortir et c'était à chaque fois une surprise. Ouais. Vous mêlez du coup aussi effet plateau et effet numérique pour ces personnages. Est-ce que ça a été une décision facile à faire valider aux financeurs, parce que j'imagine que des simples effets numériques auraient coûté beaucoup moins cher? Alors je suis pas sûr de ça dépend comment on fait les effets numériques. Le problème entre guillemets du numérique, c'est que tout est possible, mais tout est possible et tout a un coût aussi, et on peut effectivement faire tout et n'importe quoi en numérique. Nous on a essayé de faire le maximum de choses en réel pour obtenir un effet de réalisme, un effet de réalité sur les matières, dans les interactions avec le décor, sur les interactions entre les personnages. Il y a évidemment un moment où les VFX sont nécessaires. On a toujours essayé de faire en sorte que les techniques soient mixées, qu'on n'ait jamais de plan avec 100% de VFX. Donc on a une sorte de mix technologique qui intègre à la fois du jeu d'acteur, de la scénographie, des effets plateaux, du make-up, des VFX, mais ce mix il est différent pour chaque personnage, il est différent pour chaque séquence, et il est même différent de plan à plan en fonction de ce qu'on demande aux acteurs de faire. Le fil rouge de ce long métrage, c'est une relation père-fils. C'était quoi l'intérêt pour vous de placer ce type d'intrigue dans un tel long métrage avec ce bestiaire, tout ça? Je crois que tous les parents doivent le savoir, qu'un enfant c'est un être en mutation perpétuelle, donc il y avait quelque chose qui s'accordait à ça. Et puis plus largement, la question de la mutation et d'un monde qui mute, qui glisse, qui est bouleversé, pose la question de qu'est-ce qu'on donne qu'est-ce qu'on donne en héritage à nos enfants, quel monde on leur laisse, et en tant qu'enfant comment on reçoit ça et qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'il reste encore des choses à inventer, une façon de vivre, un vivre ensemble à inventer. Donc ça c'est des questions qui sont au centre du film, puisque la mutation renvoie naturellement à la question de la différence et au regard qu'on porte sur elle en tant qu'individu et en tant que société. Contrairement à beaucoup de longs métrages de genre, vous faites le choix surprenant de débuter en fait, de nous faire confronter aux créatures dès le début du film. Moi, ça m'a surpris, ça nous cueille directement. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Souvent dans les films de genre, on aime bien cacher la bête jusqu'au dernier moment. Là, voilà, on l'a directement. Oui, alors ça c'était un désir qui est arrivé très vite dans le scénario. On avait vraiment envie de mettre les pieds dans le plat dès la première séquence, parce que j'ai l'impression que si on avait été dans la découverte progressive, on aurait été dans un autre type de récit. C'est-à-dire que c'est le patient zéro, quoi. On découvre la première créature, donc ça veut dire que ça engendre directement derrière un sentiment de panique, que ça pose des questions sur pourquoi ça arrive. Donc derrière ça crée une sorte d'enquête sur qu'est-ce
qu'est-ce qui s'est passé, comment on le résout, est-ce qu'il faut trouver le remède, etc. Et ça, c'était des questions qu'on trouvait vraiment pas intéressantes pour le projet. On avait plutôt envie de voir comment une société travaille cette question-là, comment elle s'organise, comment elle se remet en cause ou pas, comment les personnages se positionnent moralement, physiquement dans ce monde. Donc le mieux, c'était d'envoyer les créatures dès la première séquence. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a évidemment un plaisir à être surpris directement dans l'ouverture du film. Bah surtout quand on ne sait pas du tout de quoi parle le film, c'est vrai qu'on est encore plus surpris. Moi personnellement, j'avais essayé d'en savoir le moins possible. Et là, du coup, tu spoil devant. Voilà. Ouais, parce que c'est la première scène, non? On coupera au montage au pire. Bah, je sais pas, tu verras. C'est ta responsabilité. Étonnamment, je trouve que si le film fantastique aussi fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il se prend pas non plus au sérieux. En tout cas, il n'oublie jamais de faire rire. Il y a beaucoup d'humour dans le règne animal. C'était quoi la volonté derrière cette présence de l'humour? Je sais pas, enfin en tout cas disons que c'est une pente naturelle d'écriture. En ce sens, je trouve qu'il ressemble aussi à mon premier film, au Combattant, où il y avait ce même cocktail quoi, de genre, ce carrefour de genre. En fait, c'est vraiment un truc qui est à la base, moi, de mon désir de cinéma, le fait que les genres se mêlent. J'ai l'impression aussi que c'est un gage de réalisme, c'est-à-dire que je sais pas comment le théoriser, mais disons que quand dans un film de genre, tout va dans le même sens, quand la musique va dans le même sens que l'image, que le jeu des acteurs. Au bout d'un moment, j'y crois plus. J'ai du mal. J'ai l'impression que tout est programmé, que tout est fait pour piéger le spectateur et lui imposer quelque chose. Là, j'avais l'impression et l'ambition aussi qu'on arrive à faire fonctionner ensemble des dimensions différentes de récits. C'est-à-dire qu'au centre, on a un récit d'émancipation avec un jeune homme. Mais je trouve que c'est intéressant qu'il existe aussi dans sa réalité, dans la chronique de sa vie, qu'il puisse tomber amoureux, qu'il puisse avoir des amis, etc. Et il y a la relation avec son père qui génère autre chose, qui génère du drame, qui génère des tensions. Et il y a la question de ce rapport au monde, ce monde qui bouge, les pulsions sécuritaires qui se réveillent. Et donc ça crée du thriller. Donc c'est bien que toutes ces couches, elles fonctionnent ensemble parce que j'ai l'impression que ça donne plus de réalité au film. Ouais, je trouve même on s'approche même du cartoon par moment. Je pense à l'image avec Sadia Ben Taïeb où elle est au premier plan, il y a tous les canoës qui partent. Ça fait très Looney Tunes, Tex Avery ce passage. Oui, en effet, moi je trouvais que c'était intéressant que cette scène elle glisse vers l'absurde, quoi. C'est ça aussi qu'amènent les créatures. Elles amènent une forme de dérèglement. Le dérèglement, il est toujours intéressant au cinéma parce qu'il est générateur d'action, il est générateur de malentendus et pourquoi pas de comédie. Ouais. Tous les ans, on a de plus en plus de films de genre en France, ce qui est vraiment plaisant. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la place du genre depuis vos débuts, hein, vous qui avez d'ailleurs choronné du coup en 2018, voilà, vous le disiez au début, une série pour Arte Ad Vitam qui était déjà vers le genre. Je sais pas trop. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à prendre la mesure d'un réveil du genre en France. Je suis pas du tout spécialiste en fait de cette question-là. Moi, j'ai l'impression d'arriver dans le genre de manière un peu pas accidentelle, mais c'est un glissement naturel qui. J'ai l'impression que ça donne une loupe quoi pour regarder, pour observer peut-être avec plus d'acuité. À certains endroits le fonctionnement d'une société ou d'une famille moi c'est ça qui m'attire mais non je pense que vous êtes mieux placé que moi pour en dire s'il y a un réveil du genre, si ça se passe bien ou pas. Bon, en tout cas les faits sont là, même cette année votre film par exemple à Cannes, on en parlait en off, il était parfois confondu avec Acide aussi, donc il y a de plus en plus de films de genre français, même encore l'année dernière, l'année du requin. En tout cas on peut de plus en plus les noter. Il y a eu des choses qui ont été mises en place, des résidences exclusivement pour le genre, donc j'ai l'impression qu'il y a ce réveil là, mais peut-être que vous êtes à l'intérieur, vous avez le nez dedans, donc ça se remarque peut-être un peu moins. En tout cas c'est forcément joyeux qu'il y ait des cinémas différents, ça je suis obligé de le constater, c'est cool. En parlant un petit peu du casting, donc on retrouve Romain Duris, Paul Kircher ou encore Adèle Exarchopoulos. Il faut qu'il y ait absolument une Adèle dans tous vos films, c'est ça, après Les Combattants où il y avait Adèle Haenel. Comment il s'est construit ce casting ?
Alors le casting, bon, on a démarré par le personnage d'Émile, quoi, le jeune homme. Donc on s'est ouvert toutes les possibilités qui existent, hein. On a fait du casting sauvage, on a posté des annonces, on a vu les gens représentés, etc. Et Paul Kircher qui joue le rôle, il se trouve que c'est la première personne à avoir franchi la porte du casting. Et moi, il m'a juste complètement bluffé dès la rencontre, quoi. C'est un acteur, je pense, qui a une puissance dingue. Et en plus, il est à un moment de sa vie où ça change tous les jours, ça bouge. Il est très mutant lui-même du fait de son âge. Et il y avait ce côté hyper sauvage, quoi, indompté presque, quoi, chez Paul, qui m'a tout de suite plu. Et puis ce mélange de force et de maladresse qui le rend hyper touchant. Juste sur ce personnage-là, c'est ce que je me demandais. Est-ce que vous aviez cherché, voilà, dès le casting, cette animalité? Il y a aussi le personnage de Tom Mercier qui joue Fix, qui a aussi ça. Et d'ailleurs, dans son film où il a été révélé, Synonyme, il y avait déjà tout un jeu avec son corps. Est-ce que c'est ce que vous avez recherché pour les personnages ça dépend, oui, évidemment, mais pas au même niveau. C'est-à-dire que pour Émile, c'est beaucoup plus progressif ce qui se passe dans le film. Donc, j'attendais pas de voir une animalité hyper révélée et très démonstrative. C'est quelque chose que le film se charge de montrer, d'effeuiller, etc. Pour Tom, bien, oui, évidemment, parce que lui, son état de mutation est plus avancé. Enfin, le personnage qu'il incarne a un état de mutation beaucoup plus avancé dès le départ. Donc, il fallait quelque chose qui soit plus exprimé déjà. Donc ça a compté. Il y a des castings qu'on a menés de cette façon-là. On a cherché des compétences particulières chez certains acteurs ou même des singularités physiques chez certains comédiens. Et après, il y a eu évidemment un énorme travail de préparation. Enfin, c'est quand même, oui, il y a eu 12 mois de préparation, et pour les acteurs, ça a été beaucoup de travail sur le corps, sur la scénographie, sur la chorégraphie, sur la façon de se mouvoir, mais aussi de respirer, de parler, de crier, de s'exprimer autrement. Et il crie beaucoup vos personnages d'ailleurs, souvent dans vos films. Ouais, souvent dans les films. Mais je veux dire, les combattants, quand on pense aussi à l'image, on voit l'affiche, il y a un cri, voilà. Et... Oui, absolument. Mais c'est bien, il faut crier, ça libère. Oui, ça libère, ça relâche des choses. Et du coup, pour le choix donc, de Romain Duris et Adèle Exarchopoulos, comment ça s'est passé? Romain, ça a été une évidence dès le départ. J'avais déjà Paul pour jouer Émile, donc je cherchais quelqu'un qui pouvait jouer son père. J'ai rencontré Romain très vite. C'est un acteur que j'aime beaucoup, je trouve très impressionnant. Et puis c'est aussi un des acteurs qui m'a amené, quand j'étais ado, à m'intéresser au cinéma français. Le Péril Jeune, Gadjo Dilo, c'est vraiment les premiers films que j'ai vus, je pense, français, contemporains. Voilà. Donc, je le suis depuis longtemps, et j'étais hyper heureux de le rencontrer et de travailler avec lui. Et Adèle, c'est pareil, le personnage de Julia, qui est une gendarme, qui est peut-être la seule personne dans ce monde-là à garder un peu la tête froide, qui fonctionne avec un espèce d'humour à froid, avec beaucoup d'aplomb. C'est vrai que la rencontre avec Adèle Exarchopoulos, ça a permis d'incarner tout de suite cette envie de personnage, parce qu'elle a tout ça, quoi. Elle a un grand naturel, une force, quoi, d'évidence, que la caméra capte immédiatement, et puis je la trouve hilarante, quoi. Donc ça a été très immédiat. J'ai noté à la conception sonore du film la présence d'une personne qu'on aime beaucoup dans l'émission qu'on avait reçue, Nicolas Becker. Ça a été quoi son apport sur le film? Pour rappel, il a gagné l'Oscar en 2021 pour Sound of Metal, Oscar du meilleur son. Absolument. Alors Nicolas, on s'est rencontrés à l'époque au moment de la prépa, donc en amont du tournage, pour conceptualiser le son du film. Sachant que voilà, il y avait deux choses un peu particulières. La première, c'est évidemment la façon dont les mutants, dont les créatures s'expriment. Donc ça, il fallait le mettre en place, essayer de comprendre comment il faut aller l'anticiper, parce que c'est pas une problématique qu'on peut découvrir en post-production, ça marche pas. Il faut évidemment que ça passe par l'expression, par le jeu. Donc il faut arriver à anticiper ce qu'on veut entendre en post-production dès le tournage. Donc on a mis ça en place avec lui. Il a eu cette bonne idée de nous faire rencontrer des chanteurs d'oiseaux. Donc c'est des gens dont le métier, c'est d'imiter
des centaines d'espèces d'oiseaux. Enfin, ils ne se contentent pas de les imiter, ils arrivent même à communiquer avec eux. Et qui ont initié les acteurs du film à leur technique vocale. Donc Tom, mais également Émile, parce qu'ils ne se contentent pas d'imiter les oiseaux, ils ont un spectre assez large et ça a permis à Paul de se rapprocher de son devenir animal dans le film. Il y a eu ce travail-là, et puis sur la post-production, la question de comment on retravaille en fait ces sons-là, comment on crée des chimères sonores, comment on mélange des... Alors, chimères sonores, c'est peut-être impropre, mais disons que ça allait de chimères sonores hyper traditionnelles, comme le cinéma en pratique depuis toujours, en mélangeant deux sons d'animaux, ou une voix humaine et un animal, etc., à des choses plus technologiques. On a même utilisé un peu d'intelligence artificielle à certains moments pour permettre aux créatures de trouver une voix unique qui est ni humaine ni animale, qui est autre chose, quoi. Donc voilà, tout ça c'était hyper intéressant. Et puis il y avait le deuxième volet qu'on a pensé avec Nicolas, qui était la question de la revitalisation d'un monde. C'est-à-dire que tout au long du film, le film c'est pas une dystopie, c'est même plutôt une utopie. Et c'est la question, c'est comment un monde naturel qui était désert, qui était vide, reprend vie sous nos yeux. Et donc ça touche évidemment au son, cette question-là. Donc comment on prend ce son en forêt et comment on le transforme, surtout ce son de forêt, entre le début du film où on est dans une forêt de sylviculture industrieuse et qui est silencieuse, quoi, à un espace de vie qui devient grouillant, qui devient plus vivant. Donc ça c'est quelque chose qui est plus latent dans le film, mais qui est comme une vague, quoi, qui contamine le film au fur et à mesure de l'histoire. Est-ce qu'il y a des œuvres ou des films qui vous ont influencé pour la réalisation du règne animal ? Oui, forcément. Alors consciemment quoi. Je sais que en tout cas, ce à quoi on revenait très régulièrement pendant la prépa, c'était un film de Sidney Lumet que j'aime beaucoup qui s'appelle À bout de course. On pensait aussi à Un monde parfait de Clint Eastwood, peut-être plus sur la relation père-fils et ses scènes de voiture. The Host de Bong Joon-ho. Ouais. J'ai pas mal pensé aussi. Pour l'aspect contemporain, je trouve qu'il y a en tout cas ce truc, moi, qui m'a toujours séduit chez Bong Joon-ho, même avant, hein, même dans Barking Dogs ou surtout Memories of Murder, l'idée d'arriver à confronter justement tous les genres, enfin d'arriver à faire se télescoper du thriller, de la comédie, avec un réalisme social fort, parfois un jeu d'acteur qui va vers le cartoon, vers l'absurde, vers le burlesque. Donc ça, c'est vrai que c'est des références qui ont compté, mais oui, du cinéma asiatique, du cinéma américain, il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Et c'est marrant que vous citiez Memories of Murder, parce qu'il y a aussi ce lien très fort avec la ruralité aussi, avec un personnage qui vient de la ville, tout ça, et donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le film, avec les magnifiques lieux aussi de tournage. Vous avez tourné où, du coup, dans la région Alors on a tourné sur ce grand triangle qui s'appelle les Landes de Gascogne, qui couvre la Gironde, une grande partie des Landes, le sud-ouest de la Dordogne et le nord-ouest du Lot-et-Garonne. Donc il y a eu... C'est des endroits difficiles d'accès, j'ai Alors, oui, disons qu'en tout cas. En tout cas, ce que je voulais mettre en scène, c'était justement ce passage. Quand on traverse les Landes de Gascogne, on peut avoir très vite l'impression que c'est que de la forêt plantée et des champs de maïs. Alors, il y a ça existe, mais il y a aussi à quelques endroits des vestiges de ce que la forêt a été avant l'implantation généralisée du pin, et ça s'appelle des lagunes. Donc c'est des ensembles marécageux, humides, dans lesquels la forêt est beaucoup plus anarchique, où il y a une biodiversité végétale et animale beaucoup plus forte, des espaces de vie hyper grouillants, quoi, qui servent aujourd'hui de refuge pour les migrateurs, pour pas mal de choses, et qui sont effectivement pas hyper simples d'accès
ni même totalement cartographiés. Donc ça a été un peu une chasse au trésor de les trouver. Mais c'est vrai que quand on accède à ces lieux-là, il y a une émotion qui est assez forte parce que généralement on traverse une forêt plantée pendant des centaines de mètres, il n'y a pas un bruit, on n'entend pas un insecte, pas un oiseau, et d'un coup on déboule dans un endroit qui est dans lequel les gens progressent très difficilement et qui est beaucoup plus accidenté, que l'eau a travaillé, que les arbres ont travaillé. Et avec une intensité de vie très forte. Et ça, ce parcours-là, c'est vraiment celui des personnages dans le film, finalement. Donc j'avais à cœur de filmer ce territoire-là. Donc c'est ça qui fait qu'on a cherché, on a exploré beaucoup, parce que c'était pas simple à trouver. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet? Et si oui, est-ce qu'il arrivera plus vite que le règne animal? Alors, je travaille pas encore sur un autre projet. J'ai les chakras ouverts. Je suis en train de, voilà, je lis, je réfléchis. Et souhait partagé. Hein. Ouais, on espère aussi. On termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a un film que vous avez découvert récemment au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai découvert au Festival de Cannes un film qui s'appelle Vincent doit mourir. Que j'ai trouvé hyper bien, voilà, très kiffant. Je peux pas le spoiler, mais il faut aller le voir. Ok, on découvrira ça et on vous engage aussi à découvrir donc Le règne animal qui est actuellement en salle. Merci Thomas Caillet d'être venu nous en parler et à bientôt pour un prochain long métrage, j'espère. Merci à vous. Can she be late for her cinema?